Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Identification par test ADN, une des spécialités du Centre diagnostic et de recherche de médecine moléculaire inauguré hier par le chef de l'État. Il a coûté 6 milliards de francs CFA. Les transporteurs campent sur leur position. Ils demandent à l'État de fixer le nouveau prix du carburant avant la levée du mot d'ordre de grève. En attendant, les populations vivent le calvaire et les chefs d'entreprise parlent de manque à gagner inestimable. Sur l'international, Nigeria, bras de fer entre Boko Haram et le gouvernement. L'armée menace de riposter après les vagues d'attentats contre les églises le 25 décembre dernier. Le Centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire a été inauguré hier par le chef de l'État d'un coût de 6 milliards de francs CFA. Ce centre permet l'identification par test ADN à Alassane Cissé. Au 18 rue Léo Frobénis, à Fan Résidence à Dakar, le Centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire est le premier laboratoire privé d'analyse médicale et de tests d'identification humaine, notamment par les tests ADN. Ce centre, le premier de ce genre dans la sous-région, dispose de 6 laboratoires de référence et d'équipes professionnelles de qualité qui, avec les outils de dernière génération dans la biologie moléculaire, permettent à ceux qui les sollicitent d'avoir les résultats en temps record et une justesse dans le diagnostic, comme par exemple pour les cas de cancer. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle la lame. Donc là, le prélèvement qu'on a là, c'est un cancer qu'on a enrobé dans de la bougie qu'on appelle la paraffine. Ensuite, la technicienne va couper, elle va recevoir le prélèvement là sur cette lame, qu'elle va mettre dans de l'eau chaude, ensuite sur la plaque chauffante pour faire fondre la paraffine, et on aura le prélèvement qui sera là. Et c'est ce prélèvement-là qui sera coloré, et ensuite on va passer dans l'autre salle qui est une salle plus spécialisée. Mais surtout, ça nous permet vraiment de faire des projets de recherche avec les universitaires. Ça, c'est très important. Certes, le centre se distingue dans la microbiologie médicale, dans la sérologie, dans la biochimie, dans l'hématologie, dans la spermiologie, dans l'immunologie. Mais ce qui fait de ce centre une référence, c'est le séquençage de l'ADN, mais surtout l'identification humaine par ADN qui permet de faire des tests de paternité, des tests de gémellité, c'est-à-dire de vrais ou de faux jumeaux, des tests de fraternité, des tests de maternité. Mieux, grâce à ces techniques, en cas de vol ou de viol, en cas de meurtre, les auteurs peuvent être identifiés juste pour avoir touché une surface dans le lieu où ils ont commis le délit. C'est ici que l'on commence à faire tout ce qui est test pour l'identification humaine. Par identification humaine, on entend ce qu'on va expliquer, c'est donc avoir un échantillon biologique qui nous vient d'une personne et essayer d'identifier la personne en question. Souvent, quand on travaille par exemple avec la police ou bien avec le ministère de la Justice, ils nous amènent ce qu'on appelle des indices. Donc, soit un t-shirt qui est taché de sang, un drap qui est taché de sperme, ou bien un poil, ou bien un morceau d'os, et on veut savoir qui est propriétaire de cet échantillon. Donc ici c'est la première tâche, ce qu'on appelle le screening. Quelquefois le fluide, on ne le voit pas à l'œil nu. Donc ce qu'on fait, on va essayer de le voir sous ultraviolet. C'est pourquoi on appelle cette pièce la chambre noire. Donc on éteint ça et on met la lumière ultraviolette qui nous permet de détecter donc les fluides biologiques qui vont avoir une coloration spéciale visible à l'œil. Par ailleurs aussi, on a d'autres types d'interventions, par exemple en sérologie, qui nous permet de mettre la substance en contact avec un produit chimique bien déterminé. Ça va produire une couleur déterminée qui correspond soit à du sang, du sperme, de la salive, ainsi de suite. Une fois donc sur un tissu ou bien sur un indice, on dit qu'il y a un fluide biologique. La prochaine étape maintenant, c'est essayer de voir si ce fluide contient effectivement de l'ADN. Donc on procède à la prochaine étape, à savoir l'extraction de l'ADN. Donc ici on travaille exclusivement au traitement de l'échantillon en question. Une fois qu'on l'a bien traité, bien séparé les différents éléments, on passe de l'autre côté. Donc ça c'est une automatique qui nous permet, une fois qu'on a notre échantillon,
on le met dans un tube, on le met ici, on ferme et on le programme et il va se charger de faire la différenciation entre les différentes molécules, et en particulier l'ADN qui va être dans un kilo qu'on va récolter. Donc la machine là, ce qu'elle fait, on prend une molécule d'ADN, une toute petite molécule qu'on multiplie en milliards. Donc on copie cet ADN des milliards de fois pour avoir suffisamment la quantité qu'il faut pour maintenant caractériser. C'est une multiplication numérique ou oui, on multiplie l'organisme même? Non, c'est juste la molécule. L'ADN, ce qui caractérise l'ADN, c'est un peu sa séquence. Donc il y a l'adénosine, cytosine, azotine. Il y a 4 bases qui font l'ADN. Maintenant, en fonction du nombre de bases, et le séquençage, c'est-à-dire comment ils sont alignés, si c'est ACT ou bien AGT, c'est ça qui fait que l'ADN est différent d'une molécule à l'autre, d'une copie à une autre. Mais quand on fait l'amplification maintenant, la copie qu'on a, on reproduit exactement la même copie. C'est exactement ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, l'amplification génétique. Le produit, il a les mêmes caractéristiques. On peut même maintenant fabriquer de l'ADN synthétique. Parce que comme on connaît les bases, on fait les bases comme on les fait et on peut les synthétiser. Pourquoi ça sert? Pourquoi multiplier ça? Parce que si la quantité est trop petite, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la caractériser. Il faut nécessairement qu'il y ait une quantité suffisante pour pouvoir la caractériser. Il suffit de toucher une surface, n'importe quelle surface, on pourra extraire de l'ADN et puis l'amplifier et identifier la personne. N'importe quelle surface. Si vous avez les données de base. Exactement. Ça, c'est très important. Le centre qui a des sites de prélèvement à Thiès, Touba, Rufisque et Mbour permet à ces populations de ne plus se déplacer à Dakar pour faire certaines analyses, ce qui rapproche les populations des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, à l'instar du service de parasitologie. Ici, c'est l'unité de parasitologie, et de l'autre côté, en fait, c'est l'unité de diagnostic de la tuberculose. Les parasites, c'est quoi? On peut tellement parler, c'est quoi? Les parasites, en fait, on ne réfléchit pas, on entend une chose et puis on fait des analyses médicales, c'est des vers, c'est des vers, ça fait des œufs aussi, des œufs de parasites en fait qu'on va rechercher, des kystes et autres qu'on va rechercher en fait dans les selles. Ça c'est la parasitologie qu'on fait des selles. Il y a aussi un peu la parasitologie au niveau sanguin. En ce qui concerne en fait la recherche des parasites. Et souvent en fait tout ce qui est amibes qui peut être en fait la cause des diarrhées comme les dysenteries et autres. Et donc ça nécessite quand même une certaine hygiène des mains. La parasitologie sanguine en fait c'est la recherche en fait du plasmodium dans le sang. Mais les parasites ils sont dans le sang ou ils sont dans le sang comme le parasite en fait du paludisme dans le sang. Et là on va les rechercher. C'est qu'on a un microscope avec une fluorescence qui nous permet assez rapidement de pouvoir diagnostiquer en fait le palu dans un prélèvement. D'un investissement de 6 milliards de francs CFA, le centre qui emploie une soixantaine de personnes accorde une grande importance à l'entretien et à la maintenance, ce qui permet de sécuriser les investissements. Et au-delà du Sénégal, le centre se veut une référence dans la sous-région, ce qui devrait se faire car déjà, depuis 2008, le centre bénéficie de la certification qualité ISO 9001. Le centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire qui a été inauguré donc hier par le chef de l'État va permettre de réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. C'est la conviction du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui a félicité l'initiateur, demande aux chercheurs de s'inscrire dans cette voie de la modernité. Nous restons avec Alassane Cissé. D'équipes composées de jeunes biologistes, pathologistes, techniciens, gestionnaires bénéficiant d'une formation de qualité, renforcée par des professeurs émérites et expérimentés dans le secteur de la santé. Un bon dosage qui permet au centre d'avoir des résultats de qualité. Le CDRM, au-delà des méthodes classiques d'analyse médicale, s'appuie sur une plateforme de haut niveau pour les tests de diagnostic précoce du cancer et des anomalies génétiques par la biologie moléculaire. Le département d'anatomocytohistopathologie, avec son plateau technique de pointe, offre d'une part
un cadre de référence pour initier et développer des projets de recherche. D'autre part, il apporte des outils nécessaires pour une meilleure prise en charge de certaines pathologies telles que les cancers. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, le CDRM se veut un centre d'excellence où les spécialistes dans des domaines variés se retrouvent pour penser, développer et exécuter des programmes de recherche. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier et saluer tous ces professeurs de médecine, tous ces chercheurs et partenaires qui collaborent actuellement avec le CDRM pour développer des travaux de recherche d'intérêt pour nos populations. En collaboration avec l'Université de Dakar, nous participons aussi par des stages à la formation des étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie et des jeunes diplômés en biologie comme futurs spécialistes dans notre domaine. Pour lancer ce programme de 6 milliards de francs CFA d'investissement, il a fallu un déclic qui s'est matérialisé par l'audience que le chef d'État a accordée en 2001 au cours d'une visite en Arabie Saoudite au docteur Cheikh Tidiane Sy. Il y a quelques années, comme vous l'a dit le professeur Cheikh Tidiane Sy, je me trouvais en visite officielle en Arabie Saoudite où on m'a parlé d'un Sénégalais qui était là, chercheur au grand hôpital de Riyad. Et il est venu me voir, je l'ai félicité pour cette performance, parce que c'est un hôpital de très haut niveau, où recrutent les chercheurs et les médecins les plus réputés du monde. Je l'ai félicité d'avoir pu accéder à un univers scientifique de cette qualité. Et puis, j'ai été, comme toujours, tenté de lui dire, mais enfin, pourquoi vous ne viendrez pas au Sénégal? Alors, comment tout s'est passé? Je l'ai invité à venir mettre ses talents au service du pays. Depuis, il y a eu beaucoup d'années, mais enfin, aujourd'hui, il est là. Il est là comme innovateur, créateur, pour nous apporter ce qu'il y a de plus important dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire les produits de la recherche. Car il n'y a pas de bonne médecine sans information, même si les médecins sont excellents, sans information précise sur le malade, sur la maladie, avec toutes les difficultés que cela comporte. Mais la connaissance, justement, du malade, de la maladie, aujourd'hui, dépasse le sens humain de la vue, de l'ouïe, du toucher. Et on prolonge le contact avec les objets à examiner par des appareils de plus en plus sophistiqués, qui sont les appareils électroniques que nous avons vus tout à l'heure. Vous savez que je suis partisan de l'électronique depuis très longtemps. Je suis partisan de l'utilisation des techniques les plus avancées dans tous les domaines. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis satisfait de voir vraiment cette unité extraordinaire réalisée au Sénégal, presque sans assistance de l'État. Pour atteindre nos objectifs, on a besoin du soutien de l'État. C'est ainsi que s'est exprimé le docteur Cheikh Tidiane Sy, qui a eu une réponse favorable du président de la République qui promet le soutien de l'État. Vous savez pourquoi? Parce que l'État dépense beaucoup pour transférer des malades en Europe, au Maroc, parfois aux États-Unis, mais très souvent en France. Et souvent, le transfert comporte analyse pour savoir les éléments de base qu'il faut pour aborder tel ou tel malade ou telle maladie. Avec votre unité d'analyse biologique, qui peut faire des analyses dans tous les domaines de la biologie, vous nous aidez déjà, j'espère, à faire des économies. Donc, c'est des sommes énormes que nous dépensons, des milliards. Je n'ai encore jamais refusé
pas une seule fois à un malade la subvention qu'il faut pour aller se faire soigner à l'étranger si cela est prescrit par un docteur. Je n'ai jamais encore refusé. Parce que j'estime que si le médecin traitant considère que la maladie ne peut pas se guérir ici, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Et cela coûte très cher. C'est comme une importation. Nous importons le service en le payant. Par conséquent, je voudrais, puisque vous êtes en même temps chercheur, m'adresser à tous les chercheurs, comme je l'ai fait sur le plan économique, tous les chercheurs du domaine de la médecine, pour leur dire qu'il faut analyser les maladies, les infections pour lesquelles nous envoyons des malades à l'étranger et voir quelles sont ces maladies qui pourraient être traitées ici si nous avions des équipements. C'est ce que j'ai dit aux responsables de l'économie. Regardez le tableau des importations et voyez tout ce qui pourrait être fait au Sénégal au lieu d'être fait à l'étranger, importé ici. L'économie nationale gagne de l'argent. C'est pourquoi nous, c'est clair que nous ferons des économies, nous, État, en aidant à l'analyse et au traitement des maladies ici au Sénégal. La signature du livre d'or, de même que la photo de famille, ont constitué le clou de cette cérémonie d'inauguration. On est toujours une clinique avec un matériel de pointe dans le secteur de l'ophtalmologie. C'est la réalisation du docteur Atié avec la clinique de la vision. La structure a été inaugurée hier par le chef de l'État. Nous y reviendrons. Autre temps fort de l'actualité nationale, le mot d'ordre de grève des transporteurs toujours en vigueur malgré la réunion interministérielle consacrée à la question. Ce matin, syndicats et gouvernements se sont mis d'accord sur plusieurs points, mais le plus important n'a pas pour le moment été réglé. Il s'agit du nouveau prix du carburant. C'est un compte rendu de El Hadj Thierno Dramé. La primature était archi-comble. Conséquence, beaucoup ont dû attendre dehors. Plus de 3 tours d'horloge pour au final annoncer que la grève n'est pas finie. On va maintenir la grève jusqu'au bout. La raison est toute simple. Les transporteurs n'ont pas eu de montant précis concernant la baisse des prix du carburant, même si par ailleurs le gouvernement est d'accord sur le principe de la baisse. Le point le plus crucial qui est l'énergie. Le Premier ministre a instruit le ministre délégué chargé de l'énergie de nous recevoir dès cet après-midi tout à l'heure pour qu'on puisse discuter, parce que nous aussi il nous faut avoir un taux précis de la réduction du prix du carburant pour qu'on puisse lever le mot d'ordre définitivement. Mais pour le moment nous maintenons notre position jusqu'à présent. Cela dit, sur les nombreux points de revendication, beaucoup vont être satisfaits. Sur les questions sur lesquelles on a pu apporter une réponse précise, urgente, nous avons répondu, notamment sur la question de la baisse du prix du carburant. Nous avons trouvé un accord de principe. Sur les modalités, c'est la commission qui le définira, qui déterminera justement les modalités de la baisse du prix du gasoil, tout comme du reste sur les contraventions qui étaient à 6 000 francs, qu'on va porter désormais à 3 000 francs. Pour le reste, le gouvernement va mettre en place des commissions chargées de les étudier et d'y apporter des réponses concrètes et satisfaisantes. Il s'agit entre autres de l'augmentation de la prime d'assurance et de l'arrêt des tracasseries policières. Au moment où je vous parle, les négociations se poursuivent entre l'État et les syndicats de transporteurs. Parlons justement de cette grève au deuxième jour des transporteurs, des grèves de la grève donc des transporteurs. C'est toujours le calvaire pour les populations qui ont eu du mal à se déplacer aujourd'hui et hier. Au niveau des entreprises, les employeurs constatent impuissants les absences et retards de leur personnel et on parle déjà d'un manque à gagner inestimable. C'est un reportage de Aram Dao. Dakar, toujours vide de ses taxis jaunes-noirs, de ses cars rapides et de ses Ndiagandiaï. Dans les gares routières, presque pas d'occupants. Les habituels usagers sont certainement restés chez eux. Ils se sont rendus à l'évidence, celle d'une grève largement suivie par les transporteurs en commun. Deuxième jour, chemin donc. Après 48 heures, les employeurs évaluent les dégâts. On constate de part et d'autre un ralentissement de l'activité économique globale et une réduction des effectifs au niveau des entreprises. Et tout cela impacte sur la
productivité globale des entreprises. Beaucoup de travailleurs n'ont pas pu venir à temps à rejoindre leur poste de travail ou en tout cas ne sont pas du tout présentés à l'entreprise. Nous allons mettre en place un comité de veille qui va tout simplement essayer de voir le nombre de jours homme-travail perdus en raison de cette grève des transporteurs. Le manque à gagner est considérable pour les entreprises. Sous l'effet conjugué des absences et des retards énormes, la productivité en a pris un sacré coup. Les DRH ont beaucoup senti quand même la grève parce que vous savez que sans moyen de transport, les employés ne peuvent pas venir au travail. Hier, vous constaterez avec nous que la plupart des employés, s'ils ne sont pas venus au travail, ils sont venus avec beaucoup de retard quand même. Les personnels n'ont pas pu se rendre à leur lieu de travail, avec donc comme conséquence négative des heures de travail perdues, donc l'arrêt même du travail au niveau de certaines entreprises, les chaînes de production qui sont à l'arrêt. Et cela va sans dire qu'il y aura des conséquences au niveau même de la productivité. Les acteurs du petit commerce subissent aussi les effets collatéraux de la grève. Depuis 2 jours, ils attendent désespérément les clients. Depuis hier, nous ne faisons pas de recettes. Je pensais même que la grève allait prendre fin hier. Du côté des chauffeurs, cette victoire affichée cache mal l'absence de recettes. Grève trop vraiment. Parce que c'est très dur, on ne travaille pas alors que le magal approche. À ce rythme, nous n'aurons même pas de quoi sacrifier à cet événement. La grève est un mal nécessaire. Je dois m'acquitter de ma dépense quotidienne, mais je soutiens la cause. Tous les secteurs d'activité sont pratiquement touchés par les 48 heures de grève. Des sondages sont prévus pour évaluer les pertes. En attendant, c'est le sauve qui peut. Le carburant coûte-t-il cher au Sénégal? C'est la question posée au professeur Malik Sané, responsable du 3e cycle à la faculté des sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon lui, les prix peuvent baisser. Il faudrait surtout revoir l'imposition sur le produit. Ndeye Aïda Dia. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure sur l'élément de Ndeye Aïda Dia. Désormais, il faudra dire King Fahd Palace Soleil de Dakar pour parler du Méridien Président. Cet hôtel patrimoine de l'État du Sénégal a un nouveau gestionnaire. Il s'agit de la Société hôtelière africaine. Les responsables de ces structures et le ministre du Tourisme ont fait face à la presse. C'est un compte rendu de Bachir Ba. Pour la satisfaction des clients, il est rare de les voir assis, mais ils ont tenu à être aux côtés des journalistes car on parle de leur outil de travail, le King Fahd Palace Soleil de Dakar, ex-Méridien Président. L'hôtel change aussi de gestionnaire. La Société hôtelière d'Afrique, les Soleils d'Afrique arrive. Décision du chef de l'État, c'est d'abord du patriotisme économique. Le fait d'avoir fait un choix sur des nationaux, c'est un groupe national pour conduire les destinées du King Fahd Palace est d'abord, je dirais, une décision qui a une haute portée sur le plan politique, économique et social. Depuis près de 20 ans, l'hôtel a généré des bénéfices en deçà de ceux attendus. Une nouvelle ère s'ouvre, de nouvelles règles s'imposent. Toutes les entreprises qui vont venir maintenant organiser des manifestations au Méridien Président vont payer. Toutes les structures qui vont avoir des factures en souffrance, le Méridien Président va les bloquer. C'est très facile. L'expertise et la compétence existent au Sénégal selon les principaux intervenants. Le groupe qui compte s'ouvrir à d'autres pays doit prendre en compte les travailleurs. Nous allons promouvoir le dialogue social qui est au centre de toute information. Il n'est pas acceptable que dans une société comme Méridien Président, dans laquelle les gens capturent de l'argent, on sait ce qui se passe et beaucoup d'argent, que l'État ne puisse pas en bénéficier, que les travailleurs n'en bénéficient pas. La présidence, le ministère de l'économie et des finances et celui du tourisme composent le comité de contrôle et de gestion. La cession de la gestion de l'hôtel à une société privée nationale et de l'avis des différentes parties, un exemple de partenariat public-privé.
Au Nigeria, c'est le bras de fer entre Boko Haram et le gouvernement. L'armée nigériane risque de riposter après les vagues d'attentats. Et c'est l'état d'urgence depuis hier dans la région de Maïdougouri, le fief de la secte islamique. Outre les églises, celle-ci s'en prend désormais aux Nations Unies. Les rues de la ville de Maïdougouri, fief de la secte islamique Boko Haram, étaient vides mardi dans l'attente redoutée de l'intervention de l'armée nigériane. L'état d'urgence est en vigueur depuis lundi dans le nord-est du Nigeria suite à la vague d'attentats contre des églises revendiquées par la secte islamique Boko Haram qui a donné 3 jours aux chrétiens pour quitter le nord du pays. Après s'être attaqué au commissariat de police et aux casernes, Boko Haram s'est radicalisé ces derniers mois en s'en prenant aux Nations Unies et aux églises. Première inflexion majeure de Boko Haram, qui avant ne pratiquait pas des attentats suicides. Et donc, dans le ciblage, Boko Haram va s'en prendre à la fois à des expatriés, par exemple avec l'attentat d'août dernier contre les bâtiments des Nations Unies à Abuja, la capitale fédérale, et également contre les églises. Et ça, c'est effectivement assez nouveau. La répression ces dernières années contre Boko Haram a été particulièrement sanglante, avec notamment l'assassinat de leur leader, Mohamed Youssouf, une répression aveugle qui, selon certains experts, a favorisé la dérive terroriste du mouvement. C'est d'abord un mouvement local et qui, a priori, au départ en tout cas, n'a pas de vocation à être international. Donc, encore une fois, leur cible, c'est les gouverneurs corrompus du nord musulman, finalement. Et en revanche, dans un deuxième temps, après la répression de Maïdougouri en 2009, les cadres du mouvement vont partir en exil dans les pays voisins, Tchad, Niger, Cameroun, Centrafrique, et là, ils vont être en contact avec une mouvance djihadiste internationale qui, effectivement, explique aussi cette dérive vers le terrorisme. Boko Haram cherche clairement à provoquer une guerre interconfessionnelle, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à semer la haine entre les deux grandes communautés qui constituent le Nigeria. De nombreux civils commençaient toutefois à fuir les affrontements annoncés entre l'armée et Boko Haram dans le nord-est du pays. Le chef de l'État tunisien en visite en Libye au menu de la rencontre, le sort des proches de Kadhafi. Les autorités de Tripoli demandent l'extradition de tous les dignitaires de l'ancien régime réfugiés en Tunisie et dans les pays voisins. C'est sans doute le sujet brûlant au cœur de la visite officielle du chef de l'État tunisien en Libye. Le sort des proches du président assassiné Mouammar Kadhafi domine des entretiens entre Monsef Marzouki et les autorités libyennes. Tripoli exige l'extradition de tous les dignitaires de l'ancien régime, réfugiés pour la plupart dans les pays voisins. Nous demandons toujours à nos frères tunisiens, égyptiens, algériens et d'autres pays de prendre en compte les souffrances causées par l'ancien régime. Al-Baghdadi Al-Mahmoudi, 70 ans, figure parmi les personnalités réclamées par Tripoli. Le dernier premier ministre du régime Kadhafi est détenu depuis près de 4 mois en Tunisie. Monsef Marzouki promet de le remettre aux autorités libyennes, mais le président tunisien demande des garanties. Nous voulons être sûrs qu'il bénéficiera d'un procès équitable, parce que je considère que de telles garanties contribueront à la sauvegarde de notre honneur en tant que Tunisien. La visite de Monsef Marzouki en Libye se déroule dans un contexte sécuritaire particulier. Quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État tunisien à Tripoli, un groupe armé libyen avait tenté de pénétrer en Tunisie par la localité de Mérissa. Mais l'incursion a été repoussée par des gendarmes tunisiens. Tout retour à l'actualité nationale, le CELS authentique prône un syndicalisme de développement. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, version authentique, vient de tenir son premier congrès ordinaire. Occasion de réfléchir sur le nouveau curriculum de l'école de base. La rencontre a eu lieu à l'EFI de Rufisque, Seynabou Diokhane. Plusieurs dizaines de délégations sont venues de l'intérieur du pays pour participer au premier congrès ordinaire du CELS authentique. Un meeting qui se tient 3 ans après la naissance du syndicat, qui se donne pour mission le développement social de ses militants. On a eu à initier des formations de capacitation au CAP, au SUAP, au PROBA et également à faire des journées d'excellence à Paola, à Ranérou. Porter cela pour encourager les enseignants et réfléchir sur un thème aussi important que le curriculum et d'amener notre contribution
solutions effectivement pour réussir cette réforme parce que nous croyons en ça. J'ai été très séduit par la thématique de votre congrès, le curriculum de l'éducation de base. Si votre organisation syndicale s'en embarque aujourd'hui pour nous poser dans son congrès, cela montre que vous êtes dans la dynamique et dans l'optique d'un syndicalisme de développement. Certaines organisations syndicales sont venues témoigner leur solidarité au syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique, une manière d'exprimer la volonté d'unité des syndicats d'enseignants. Je tiens à saluer particulièrement le pôle que vous êtes en train de construire avec le Sud-Est et le Sahel-Cusems. Car il est important de vouloir aller ensemble, mais il va de soi que seuls iront ensemble ceux qui vont dans la même direction. Durant 2 jours, les militants du CELS authentique se sont penchés sur les moyens d'améliorer les conditions d'exercice de la profession enseignante au bénéfice de l'école sénégalaise. Seynabou Diokhane, les ministres en charge de l'éducation et de la petite enfance poursuivent leur collaboration. Ainsi, directeurs d'école et éducateurs ont été initiés à un nouveau curriculum. C'était lors d'un séminaire. Moussa Diallo. Comme une plante, l'enfant croît et comme elle, il a aussi besoin d'assistance et d'intrants pour une croissance rentable. C'est ce qu'ont compris les responsables en charge de l'éducation de la petite enfance. Ils ont initié un nouveau curriculum à l'intention des éducateurs et des directeurs du secteur. Ce modèle alternatif de prise en charge de la petite enfance constitue une stratégie qui devrait permettre de booster le taux brut de préscolarisation qui est actuellement à 10,7%, alors que l'État du Sénégal ambitionne de le porter à 15% à l'horizon 2015. Si même dans certaines régions du Sénégal, la cible préscolaire élémentaire n'est pas encore dans le réseau, c'est parce que les populations ont une préférence pour l'éducation franco-islamique. Cette formation de 4 jours met fin à une série de rencontres qui ont mené les formateurs et formatrices un peu partout dans le pays. Il s'agit d'outiller les enfants qui jusqu'ici étaient mal évalués. Il est vrai que ce que nous faisions, c'est ce qui se fait toujours par rapport aux objectifs, la classe, par rapport au thème de vie. Mais ce qui a changé un peu, c'est peut-être les compétences. L'approche par les compétences permet tout simplement à l'enfant de mobiliser un ensemble de savoirs pour pouvoir résoudre un problème immédiat ou à long terme. Ce curriculum est tout de même appliqué depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, une prise de connaissances plus approfondie par ses usagers était plus que nécessaire. Sous peu de temps, les formateurs vont se déployer sur le terrain pour une large démultiplication. Carburant coûte-t-il cher au Sénégal? La question a été posée au professeur Malik Sané, responsable du 3e cycle à la faculté des sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon lui, les prix peuvent baisser. Il faudrait surtout revoir l'imposition sur le produit. Ndeye Aïdadia. Plus de 5 000 francs CFA de gasoil consommé par jour, un budget de 150 000 francs CFA donc par mois. Amadou Anne subit la cherté des prix du carburant. Père de famille, il avoue avoir du mal à faire face. David aussi ne s'en sort pas. Avec son scooter, il consomme près de 30 000 francs CFA de carburant. Le prix à la pompe, vraiment, ça va vers 858. C'est très élevé par rapport à la sous-région. Si on prend l'exemple du Mali ici, alors que l'essence transite par le Sénégal pour aller au Mali, le prix à la pompe, c'est beaucoup plus moins cher. Franchement, je suis désolé. Ce sont les taxes que l'État fait. Les produits pétroliers font en effet partie des produits les plus taxés. Dès lors, la baisse du baril, actuellement établie à un peu plus de $100, ne se répercute pas sur les prix à la pompe. L'augmentation, pour moi, ne s'explique pas du fait du prix du baril, mais plutôt quand même, il faut dire que la chaîne de valeur du pétrole est fortement imposée au Sénégal. Les impôts indirects contribuent beaucoup, n'est-ce pas, au relèvement de ce prix-là.
même si, bien sûr, à la base, il y a le prix international, mais aujourd'hui, quand même, ce prix qui tourne autour de $100 ne peut pas expliquer le niveau des prix à l'intérieur du pays. Excessivement cher, on ne peut plus continuer comme ça. C'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils devront faire pour nous satisfaire. Les transporteurs en grève depuis 2 jours demandent une réduction sur les prix actuels du carburant. Selon le professeur Malik Sané, la baisse est possible, mais il faut revoir les taxes sur le produit. Compte tenu du secteur, du rôle du secteur des transports dans l'économie, je crois une maîtrise des prix dans ce secteur-là devrait pouvoir aider, n'est-ce pas, à redynamiser l'activité économique au lieu de la plomber. Un niveau accessible des prix est un stimulant, selon toujours le professeur. Il souhaite donc qu'une solution soit trouvée entre l'État et les transporteurs. Mais en attendant, les Sénégalais devront prendre leur mal en patience et se plier à la loi des charretiers. Et les deux parties poursuivent leurs négociations. 3 millions de francs CFA, c'est le montant destiné à 10 groupements de femmes de Touba. Le financement est de Cheikh Abdou Mbacké Baradoli. Par ce geste, le marabout veut aider les femmes de la cité religieuse à développer des activités génératrices de revenus. Hamidou Diop. La rencontre n'était pas prévue pour être grande et aux yeux de ces femmes, elle revêtait beaucoup d'importance. Ces opératrices économiques et entrepreneurs ont longtemps nourri le rêve d'agrandir leur entreprise. Pour ces membres du GIE Darussalam, la route est désormais tracée. Cheikh Abdou Mbacké Baradoli leur a ouvert la voie du financement. Tour à tour, ce sont plus de 100 femmes qui ont reçu leur chèque. Elles ont promis de respecter les conditions de remboursement, un engagement qui permettra à 100 autres femmes de bénéficier du même prêt. Selon Cheikh Abdou Mbacké Baradoli, cet acte symbolise sa volonté d'aider les femmes, une couche qui mérite reconnaissance. Les nombreuses bénéficiaires ont promis aussi d'aider le marabout à réélire le président de la République en 2012. À l'occasion du Nouvel An, les agents du marché central aux poissons ont procédé à la présentation des vœux à leur directeur général en présence de partenaires, prétexte pour saluer la vision du patron, Henrik Pokoko. La pêche est un secteur en plein essor. Le marché central aux poissons entend jouer pleinement sa partition afin d'apporter des dividendes à l'économie nationale. Au terme de l'année 2011, les agents de cette structure, les mareyeurs et partenaires se sont retrouvés lors de cette cérémonie. Occasion de mettre en exergue la gestion remarquable du directeur général avant de procéder à la présentation de vœux à ce dernier. À l'aube de cette nouvelle année, je vous prie d'accepter, Monsieur le directeur, Pape Babacar Diop, capitaine des armées vétérinaires. Au nom du personnel, je vous prie d'accepter nos vœux les meilleurs, de bonne santé et de prospérité. Des organisations relatives à ce secteur d'activité ont également salué le pragmatisme du patron du marché central aux poissons. Nous félicitons les initiateurs de cette action. Je ne ferai que confirmer les propos des différents intervenants qui ont tous témoigné les mérites du capitaine Babacar Diop. Nous le remercions vivement. Pour le directeur général, l'adhésion de toutes les parties prenantes découle de la gestion participative, son cheval de bataille. Avec votre génie créateur et avec votre mobilisation sans faille, fécondés par l'aide et la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à faire des sauts qualitatifs dans les divers secteurs du marché central au poisson. Notre ambition première aujourd'hui, c'est de faire du marché un marché à vocation internationale. Autour des valeurs telles la culture du travail bien fait et la rigueur militaire, le directeur général fait l'unanimité auprès de ses collaborateurs. Ces derniers lui ont offert un présent, des moments pleins de symboles. La cérémonie a pris fin autour d'un air de musique, dans un climat d'esprit d'équipe. Bokoko, c'est le temps des vœux. 2011 n'a pas été vraiment une année particulièrement réjouissante, à défaut d'être meilleure que 2012 ne soit pas pire, dit-on traditionnellement. Entre santé, bonheur et prospérité, on se souhaite une bonne année. Parfois, on oublie la paix essentielle à la vie sociale. Loin des vœux pieux, c'est une chronique signée Oumar Diaw.
Chacun y va de sa formule, compliquée ou dépouillée, inspirée, originale ou plagiée. Des millions de textos ont ainsi circulé. La somme de tous ces SMS devrait amener tout le monde au meilleur des mondes possibles sur cette terre de tromperie, d'espoir parfois trahi et de promesses souvent vite enterrées. Santé, bonheur, longévité et prospérité sont certainement les mots qui reviennent le plus fréquemment dans ce rituel annuel. La santé apparaît donc comme le plus précieux des trésors à préserver. Une autre chose, pilier tout aussi essentiel, c'est la paix, terme trop souvent galvaudé par ces temps. Pourtant, elle est la clé de voûte de toute vie sociale harmonieuse. Sans elle, comment bâtir fortune et espérer ce bonheur que chacun appelle de tous ses voeux, en dépit de quelques discours guerriers de petite altitude ici et là. L'avenir porte toujours des lueurs d'un meilleur, mais aussi de grosses incertitudes et inquiétudes. Cette paix au centre de toutes les conversations est à conquérir. Elle se construit avec la pierre de chacun, autrement nous en ferions qu'un piètre vœu pieux. Nous en avons bien besoin, même si beaucoup croient ce pays sous la protection divine par la grâce de grands serviteurs de Dieu qu'il a produits. Mais sommes-nous vraiment constamment sur la voie indiquée par ces figures, si éloignées de la vanité, des richesses et des énormes petits calculs? Bonne année. Bonne année à vous, Oumar Diao. 5e édition de la journée culturelle dédiée à Serigne Fallou Mbacké a pour parrain Serigne Modou Moustapha Mbacké, premier calife de Serigne Touba. Un moment intense d'échange et de partage sur la dimension pacificateur de l'homme. Le premier ministre, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, et le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, ont tous les deux participé à cette journée de réflexion. Lamine Touré. Serigne Mohamedou Falilou Mbacké, sa vie spirituelle, son humanisme ont fait l'objet d'échanges et de partage entre ces milliers de fidèles qui ont effectué le déplacement. L'homme connu pour son dévouement total aux enseignements de l'islam, largement relayé par son père et aussi un prêcheur infatigable de la paix sociale. En ces moments de veille électorale agitée, Serigne Cheikh Oumy Mbacké, initiateur de cette journée culturelle, a rappelé de la nécessité de préserver cette stabilité. Je demande à l'ensemble des fidèles présents ici de méditer profondément sur la paix. Serigne Touba l'a toujours prôné et en tant que musulmans, nous devons nous conformer à un tel enseignement car les Sénégalais sont un peuple de paix. Deuxième khalife de Serigne Touba, fondateur du mouridisme, Serigne Mohamedou Falilou Mbacké jouit d'une certaine réputation liée à sa politique de modernisation de la ville sainte. Sur cet aspect, les participants ont beaucoup appris. Il se distinguait par son courage, son intelligence, ses qualités de combattant, d'organisateur et de bâtisseur dans une période particulièrement difficile. Cette cérémonie de souvenir a enregistré la participation des autorités politiques. Elles ont magnifié la tenue d'une telle rencontre. Dans leurs discours respectifs, elles ont réitéré leur engagement à militer pour un Sénégal de paix. Le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, invité d'honneur de cette journée culturelle, a visité l'exposition consacrée à la vie et l'œuvre de Serigne Mohamedou Falilou Mbacké. Voilà, le président de l'UNACOIS Diapo et les membres de son bureau ont été reçus ce matin en audience par le chef de l'État, une audience au cours de laquelle Ahmed Fall Braya a abordé la question de l'habitat pour ses commerçants et les financements pour les femmes. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. En tant que président national de l'UNACOIS Diapo, je suis très honoré d'être d'abord reçu par le président de la République, accompagné de mon bureau. Entre autres, des questions qu'on lui avait posées, ou en tout cas des doléances posées, je pourrais dire que nous avons eu une totale satisfaction et il y a eu une convergence de vues entre lui et nous. Personne n'ignore aujourd'hui ce que le président de la République est en train de faire. Par rapport à son programme, nous lui avons dit que nous sommes certes des commerçants, mais dans l'avenir, nous voulons devenir des industriels. Et pour ce faire, il faudrait que le commerçant qui va en Chine pour acheter de la marchandise, qui va à Dubaï pour acheter de la marchandise, qui va en Europe pour acheter de la marchandise, pour qu'on puisse créer autour de l'UNACOIS, au sein de l'UNACOIS, un cadre lui permettant demain de faire un transfert de technologie afin qu'on puisse
produire les produits que nous commercialisons. Créer entre autres aussi une synergie entre les industriels qui sont là et les commerçants que nous sommes. Je ne suis pas d'accord qu'une usine soit installée au Sénégal et qu'il soit concurrencé par d'autres commerçants alors que la qualité est meilleure que celle qu'il importe. Donc sur tous ces aspects, je pense que nous avons une convergence de vues. Pour la coopérative d'habitat, nous lui avons posé le problème. Il nous a déjà offert 30 hectares que nous allons exploiter parce qu'il y a des terrains que nous allons attribuer très prochainement. Concernant aussi l'insertion, en tout cas l'implication des femmes au sein du COSEC, le président a donné instruction qu'il n'y ait pas d'accord, que les femmes vont intégrer les instances du COSEC, donc toute décision qui se fera sera cassée. Je pense que pour cela, nous avons une satisfaction totale pour tout ce qui a été fait. Moi, j'avais dit, quand on me nommait Ahmed Fall, président de l'ANCOA, que je continuerai à soutenir le président de la République. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a fait sur l'énergie, par rapport à ce qu'on a fait sur les infrastructures, par rapport à ce que je lui ai dit tout à l'heure, que les phosphates de Matam sont en train d'être exportés et qui va créer vraiment aussi, qui va jouer sur le déficit de la balance commerciale, je pourrais dire que cette audience est une satisfaction totale et qui honore aujourd'hui le secteur privé sénégalais, parce que si je parle pour tout le monde. Si des actions concrètes seront faites et réalisées au niveau du secteur, ce sera pour le monde. Et mon appel, et mon dernier appel, c'est de voir un secteur privé unifié, très fort, qui puisse prendre en compte l'ensemble des préoccupations des opérateurs économiques que nous sommes. En politique, les femmes du Ndoukoumane ont à leur tour accueilli l'opération Ma carte, ma caution. Elles ont participé à hauteur de 41 000 cartes. Pape Bonetiao. Elles sont venues des départements et des 28 communautés rurales que compte la région de Kaffrine. La mobilisation des femmes est une preuve éloquente de leur engagement dans l'opération. Madame le ministre, je vous félicite pour cette belle initiative, ce slogan fabuleux, ma carte, ma caution. Ma carte, ma caution. Ma carte, ma caution. Ma carte, ma caution. En politique, c'est le courage. Si Abdoulaye Wade aujourd'hui est au-dessus de ce pays, c'est parce qu'il a fait preuve de courage. Et Madame Aïda Mbodj, vous êtes à féliciter. Selon les différents orateurs, Ma carte, ma caution est une initiative inédite dans la marche du PDS. Elle a pour entre autres objectif de fédérer toutes les forces libérales autour de l'essentiel. Vous êtes à la fois femme d'honneur, femme d'action, mais surtout femme d'initiative, femme de preuve sur le terrain, femme de générosité, qui sait se battre et qui sait faire la paix quand que cela s'impose pour l'intérêt d'Abdoulaye Wade. Toute femme du Sénégal, tout homme sénégalais aurait aimé avoir l'ingénieuse idée de celle qui est aujourd'hui en marche à travers le Sénégal, enviée par l'opposition, admirée par le pouvoir, qui vous vaut des louanges méritées et une satisfaction du président Abdoulaye Wade. Si le parti en veut, on pourra produire 2 autres concepts qui vont vous accompagner pendant la campagne. Mais il faut en vouloir. Parce que, monsieur le ministre, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons gagner. Nous voulons faire revivre le parti. Nous devons développer des réponses vis-à-vis de nos adversaires. Nous ne pouvons pas nous tirer dessus. Rien ne nous autorise à le faire. Rien ne nous autorise à nous tirer dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai tout fait pour mériter la confiance et la sympathie de tout le monde. Je ne fais que travailler. Je ne fais que réfléchir pour le président. Avec 41 000 cartes achetées, les femmes de Kaffrine impriment ainsi leur marque dans l'opération. Elles comptent bien reconduire Maître Abdoulaye Wade à la tête du pays dès le premier tour du scrutin du 26 février prochain. Dans la foulée,